Bonjour et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC et de la Belle Sauce, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, de OnePoint, architecte de la transformation des entreprises et de la modernisation des États, et en partenariat avec le journal La Tribune. Donc, bonjour Pierre Hamé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Meilleur pâtissier du monde en 2016, selon l'Académie des World's 50 Best Restaurants. Quatrième personnalité la plus influente de France dans le monde en 2016, même devant Emmanuel Macron, selon le Vanity Fair. Le roi du macaron, le Picasso de la pâtisserie, ou encore le Dior des desserts, on ne vous présente plus. Depuis 1976, année où vous avez appris à faire des macarons, vous ne cessez de réinventer ce produit qui vous passionne. Pierre Hermé, en 1997, vous fondez avec Charles Znati la maison Pierre Hermé Paris. Vous dites alors: notre volonté n'était pas d'ouvrir une pâtisserie, mais de créer une marque de luxe. Nous avons alors inventé le terme de haute pâtisserie. La haute pâtisserie, ça va être le thème de notre première partie. Comment est-ce que cet ADN se traduit dans le processus de création de la maison Pierre Hermé Paris? Notre idée, c'était de créer une maison de luxe dans le domaine de la pâtisserie, ce qui n'existait pas à l'époque. Et alors, c'est quoi une maison de luxe? C'est un savoir-faire innovant, réinventer un métier et proposer une expérience unique des émotions, des sensations, euh, de mettre la création et l'esthétique au cœur du projet de l'entreprise Pierre Hamé, et de réunir des talents qui ont des vocations, qui partagent la passion de la qualité et du service. Et au départ, je trouvais peut-être cette expression de haute pâtisserie un peu prétentieuse, mais en même temps, ça exprimait ce que ça voulait dire. Ça veut dire euh, ce qu'on propose un produit qui est différent, qui est créatif, dans des lieux différents, et puis avec un emballage et une attention aux détails dans tous les domaines de l'expérience du client. Alors, vous parliez d'émotion. Il y a également une autre citation qu'on a retenue de votre site. La pâtisserie est une source de plaisir abordable, une sorte de refuge entre la nostalgie de l'enfance et un certain art de vivre à la française. La pâtisserie est pour moi synonyme de partage et de convivialité essentiellement. Vous dites aussi par ailleurs qu'il ne s'agissait pas uniquement de faire de votre pâtisserie un luxe, mais également un art à part entière avec lequel vous transmettez justement des émotions. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément en quoi votre pâtisserie relève-t-elle de l'art et comment faites-vous pour transmettre toutes ces émotions à travers vos créations? Le métier de pâtissier est un métier de l'artisanat. La fabrication au quotidien de pâtisserie, c'est vraiment de l'artisanat. C'est travail manuel, c'est l'intelligence de la main. Et puis, par contre, je pense que notre métier de pâtissier dans la dimension créative, euh, je trouve que dans cette approche-là, il y a une forme d'art parce qu'il s'agit de créer des enfin, moi, je crée dans ma tête des émotions, des sensations que j'assemble. Quand je commence à travailler sur un gâteau, je sais exactement où je veux mettre telle et telle saveur, où je veux mettre telle et telle texture, et ce que j'essaye d'exprimer à travers cette architecture du goût. Et pour moi, c'est le fondement de mon métier. Et en cela, la pâtisserie est une discipline artistique dans la création d'émotions, de saveurs, comment. Pour moi, c'est vraiment une discipline artistique et bien sûr artisanale. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est la manière avec laquelle mon cuisinier et pâtissier avaient la capacité en fait de euh, savoir quel goût aller avec lesquels. Je trouve que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Enfin, personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, à assembler les goûts entre eux. Alors, comment est-ce que vous avez ces idées? Comment est-ce que vous décidez? Alors, en ce moment, on va plutôt partir comme vous le faites, je crois, en ce moment, sur du jasmin ou sur des choses comme ça. Notre métier est un métier de culture.
c'est-à-dire que de connaissance du goût, de connaissance des matières, de connaissance des techniques, de connaissance de l'histoire, des produits, d'où ils viennent, qui les fait, pourquoi ici c'est meilleur et là-bas c'est différent. Enfin, il y a comment, c'est un métier vraiment où, pour moi de culture où il faut constamment être curieux, s'enrichir de la connaissance des ingrédients, de tout ce qui est dans notre environnement. Et euh, en cela, ça donne aussi une capacité de se projeter. C'est-à-dire, j'ai dans ma tête toutes les saveurs, toutes les sensations, les nuances. Il n'y a pas un goût de fraise, il y a des dizaines de goûts de fraise. Il n'y a pas un goût de citron, il y a plein de nuances dans le goût de citron. Des goûts de vanille, il y en a plein. Donc c'est pareil, tout ça, c'est cette culture du goût, cette mémoire gustative et à la fois olfactive me donne cette capacité à me projeter dans les saveurs, dans les sensations. Et cette mémoire, elle est nourrie par ma curiosité parce que je goûte tout. J'aime goûter même des choses réputées pas bonnes parce que je trouve ça intéressant. Donc, parce que la culture du goût, c'est pas seulement la culture de ce qui est le meilleur dans tel ou tel. C'est un ensemble assez large qui part des choses qui sont réputées moins bonnes jusqu'aux choses qui sont réputées être les plus raffinées. Et, et c'est cette curiosité qui nourrit ma capacité à créer et à me projeter dans l'architecture du goût et dans des associations de saveurs, dans des associations. En fait, j'ai plusieurs façons de travailler. Je travaille à la fois sur des associations de saveurs, mais aussi j'aime bien travailler sur ce que j'ai appelé les infiniments. Infiniment, c'est un goût que je porte à son paroxysme. Bien sûr, c'est mon point de vue, donc ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais c'est un goût que j'essaye de porter au maximum de mes connaissances de cette saveur. Euh, Emblématique de la maison, il y a infiniment vanille. C'est une tarte infiniment vanille. Et puis ensuite, une fois que j'ai créé ce goût vanille, alors le goût vanille chez nous, c'est un mélange de trois vanilles, vanille de Madagascar, vanille de Tahiti, vanille du Mexique, qui sont sourcées précisément chez tel et tel producteur. Et ensuite, j'aime bien travailler, réinterpréter cette saveur dans différents produits. Parce que Infiniment Vanille, à l'origine, c'est une tarte, mais c'est aussi devenu un macaron, c'est aussi devenu un bonbon au chocolat, c'est aussi devenu un cake, un croissant. Et Infiniment Vanille, quand on l'interprète dans différents types de produits, ben, ça nécessite d'être vraiment réinterprété. Ça ne peut pas se jouer, ça ne peut pas juste se décliner. Ça oblige à réfléchir en fonction des aliments qu'on utilise, en fonction des textures, en fonction de l'architecture du goût qu'on veut exprimer. Et donc, ce sont des réinterprétations. Il existe comme ça une vingtaine de réinterprétations de cette association de saveurs qui s'appelle Infiniment Vanille, mais il existe plus de 80 recettes autour de la saveur fétiche de la maison, qui est Ispahan. Ispahan, c'est une association de saveurs que j'ai créée il y a déjà plus de 30 ans, qui s'appelle, qui associe rose, litchi et framboise. À l'origine, c'est un gâteau, et puis ensuite, c'est devenu un macaron, c'est devenu un cake, un croissant, c'est devenu des desserts, c'est devenu aussi des boissons. Et donc, chaque fois, ça nécessite une réinterprétation pour retrouver cet équilibre entre les trois éléments principaux qui composent le goût de Ispahan. D'accord, et vous nous parlez de travailler avec des goûts qui, par exemple, ne sont pas communément appréciés. Est-ce que vous avez des exemples de défis que vous avez relevés par rapport à des goûts que personne n'apprécie généralement, dans un macaron en général, ou des choses comme ça? En fait, en ce moment, j'ai travaillé sur un produit qui n'est pas un produit habituel dans la pâtisserie, qui s'appelle l'ail noir. L'ail noir, c'est une saveur plutôt salée. Ouais.
Et je suis en train de travailler cette saveur de manière à la rendre très agréable dans l'univers du sucré. Euh, Par le passé, j'ai aussi beaucoup travaillé sur certaines associations entre des herbes et des légumes qui sont pas communs en pâtisserie, mais qui trouvent une très bonne interprétation dans l'univers du sucré. J'ai aussi travaillé sur, par exemple, l'utilisation du caviar dans un macaron. Euh, Comment caviar associé avec de l'eau de noix, de la liqueur de noix. Cette D'accord. délicate amertume de la liqueur de noix révèle le goût du caviar. Quand on dit le goût du caviar, c'est à la fois quelque chose de salé, c'est des petits pics de sel, et puis avec un goût qu'on identifie comme étant caviar, mais qui ne prend pas toute la place dans le macaron, qui fait juste une ponctuation qui est assaisonnée avec l'eau de noix. Donc c'est vraiment un travail de fond. Mais tout à l'heure, quand je parlais des goûts réputés être moins bons, ça veut dire que je m'intéresse à tout, parce que je ne m'intéresse pas qu'aux aliments qui ont dit ah, c'est exceptionnel, ça. Parce que pour pouvoir avoir une échelle de valeur sur ce qui est bon, très bon et exceptionnel, il faut connaître aussi ce qui est moins bon. Euh, pour moi, ça permet de situer et d'alimenter la culture du goût. On l'a compris, cette culture du goût, cette architecture du goût, elle est essentielle dans votre travail. Et ce qui paraît également presque encore plus essentiel, c'est d'imaginer le produit que l'on veut travailler. Aujourd'hui, c'est vrai, votre réputation, elle est surtout tournée autour d'un produit phare, le macaron. Pourquoi avoir choisi spécifiquement de travailler le macaron? Alors le macaron, c'est effectivement ce qu'on connaît le plus dans la maison Pierre-Hermé Paris. C'est ce qu'on connaît le plus et ça représente l'essentiel des ventes. Mais en même temps, je travaille autant sur des gâteaux, autant sur des chocolats, autant sur des desserts, autant sur des cakes, des viennoiseries. Euh, donc pour moi, et le macaron étant quand même la partie essentielle. Pourquoi avoir choisi le macaron? C'est assez simple. En fait, c'est très lié à mon parcours. Quand j'ai découvert le macaron au milieu des années 70, lors de mon apprentissage, euh, je n'aimais pas les macarons. Je trouvais que c'était quelque chose qui était très sucré, pour moi, dont la saveur n'était pas assez présente et que le sucre était vraiment beaucoup trop présent. Chemin faisant, j'ai fait des macarons quand même parce que c'est quelque chose qui était déjà très apprécié à Paris. Et puis j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui donne le goût du macaron. Ce qui donne le goût du macaron, c'est la garniture, c'est la crème qui est à l'intérieur. Donc je me suis dit, deux choses pour pouvoir avoir des macarons moins sucrés avec plus de goût, il faut mettre davantage de crème, davantage de garniture. Et c'est aussi la particularité des macarons de la maison Pierre-Hermé, c'est qu'ils sont très généreusement garnis. Ensuite, chemin faisant, j'ai commencé à développer plein de saveurs parce que quand j'ai appris le métier, on faisait des macarons framboises, chocolat, vanille, café. Je crois que c'est tout. Chocolat, j'ai dit chocolat. Et petit à petit, je me suis dit, dans le macaron, comme dans la pâtisserie, comme dans les chocolats, comme dans les desserts, comme dans les glaces, il y a un champ de possibles et de créativité. Il y a une ouverture sur la créativité. J'ai commencé donc à faire des macarons qui sont un peu plus audacieux, citron, caramel, aujourd'hui qui paraissent être des classiques à la rose. Et puis, petit à petit, j'ai créé des associations de saveurs que j'aime beaucoup par ailleurs dans les pâtisseries ou dans les chocolats ou dans les desserts. Je les ai aussi travaillées dans les macarons. Et comme ça, j'ai composé, je ne sais pas combien de recettes j'ai pu composer de macarons, mais je pense qu'il y en a plus de 1000 macarons différents qui font partie du répertoire de la maison Pierre-Hermé. Et donc là aussi, les macarons dans la maison sont répartis en deux familles. Les infiniment,
Donc, infiniment citron, infiniment pistache, infiniment chocolat, pure origine Brésil, plantation Paineras, enfin, infiniment vanille. Et puis ensuite, les créations qui sont le macaron Mogador, le macaron Ispahan, qui sont de piliers, mais après, il y a plein de nouveautés. Peut être un macaron en vie, un macaron verveine fraise. Enfin, il y a pas mal d'accords, de saveurs. Et sans cesse, je renouvelle ces associations de saveurs. Et également, je travaille sur les infiniments. Euh, on va lancer les macarons infiniment griottes, qui est un macaron qui pourrait paraître classique, mais c'est pas facile d'exprimer la saveur de la griotte dans ce macaron. Euh, et puis, il y a comme ça, j'ai créé vraiment beaucoup. L'année dernière, pour la fin d'année, j'ai eu envie de travailler des macarons très végétaux, tournés sur des herbes comme la gastache, comme la livèche, comme la berce, comme le pain sylvestre. Et du coup, d'explorer de nouvelles saveurs dans le répertoire des macarons de la maison. En parlant des infiniments, la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous choisissez quel goût finalement peut être un infiniment et quel goût ne peut pas en être un? Comment est-ce que voilà, vous arbitrez entre les goûts? C'est alors c'est une bonne question. Ça veut dire que je pense par exemple infiniment fraise. Pendant très longtemps, je me disais que c'était très difficile à exprimer dans un macaron le goût de la fraise parce que la fraise elle est surtout très bonne crue, parfois mixée pour faire un sorbet. Mais lorsqu'elle passe par un stade de cuisson comme il le faut pour le macaron, ça prend souvent un goût confituré. Et donc, j'ai cherché à faire un macaron infiniment fraise avec un goût de fraise assez, euh, comment, presque de la fraise crue. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, on peut faire un macaron infiniment fraise. Il a fallu trouver la solution technique. On va maintenant passer à notre deuxième partie que vous avez déjà un petit peu commencé à introduire en évoquant les produits autres que le macaron que propose votre maison. Donc, il va s'agir d'évoquer les différentes stratégies de diversification de vos créations, puisque en effet, même si le macaron est un concept porteur et qu'il peut se décliner à l'infini, il paraît aussi essentiel de diversifier l'offre de produits pour continuer d'être une référence auprès des différents consommateurs de vos créations. Et dans cette optique, vous avez d'ailleurs déjà noué des partenariats avec des acteurs variés. Je pense notamment à l'Occitane. Vous aviez également diversifié votre offre de produits via le café, le thé, on évoquait les glaces également. Et l'idée générale, je vous cite à présent, est d'effectuer une évolution et non une révolution. La question que je me pose est la suivante. Quelle est la stratégie sous-jacente à ces différents élargissements de gamme de produits et quels sont, si vous pouvez nous en dévoiler quelques-uns, vos futurs projets pour alimenter cette diversification? Pour pouvoir répondre à la question, je vais commencer par le début, c'est-à-dire que notre métier, c'est la pâtisserie. Donc les premières boutiques qu'on a ouvertes, c'est les boutiques de pâtisserie, où on propose, quand on dit pâtisserie, on propose à la fois des macarons, des chocolats, des gâteaux, des viennoiseries, des glaces, des confiseries et quelques produits liés à la pâtisserie comme le thé ou le café. Et à partir de 2008, on a proposé des boutiques où on ne vendait que des macarons avec un peu de cake, des glaces parfois et de la confiserie et des chocolats. Donc des boutiques dont était absent la pâtisserie. Il y a quelques années, on a mis à nouveau de la pâtisserie dans la plupart des boutiques de la marque. Et puis, on a commencé à ouvrir des salons de thé. En
salon de thé avec une première expérience sur les Champs-Élysées avec l'Occitane. Et puis, une autre diversification à Beaupassage, où il y a un salon de thé. Beaupassage, c'est dans le 7e arrondissement. Et puis, on a, en travaillant sur ces deux lieux, j'ai travaillé sur le café et le thé. Quand on dit travailler sur le café et le thé, c'est d'ajouter un nouveau métier au métier de pâtissier qui était celui de barista, du savoir-faire café et thé. Donc, pour moi, c'était important parce que je pars toujours, quand on se lance dans une diversification, je pars toujours du savoir-faire. Ça veut dire de ne pas dire bah, on va faire des cafés. Ok, on fait des cafés. C'est quoi le métier de faire du café? Et donc, je me suis appuyé sur le savoir-faire d'un torréfacteur qui s'appelle l'Arbre à Café. Et puis, on a ajouté un nouveau métier dans le savoir-faire Pierre Hermé, celui de barista. Le barista a ceci en commun avec le pâtissier, c'est que il pèse tout, il mesure tout, et il est extrêmement précis comme le pâtissier. Donc, pour moi, je me sens familier avec le métier de barista, ce qui nous a permis de proposer beaucoup de boissons, des boissons à base de café, à base de chocolat, à base de thé, et de créer des lieux qui ne proposent que donc, ces boissons, plus de la viennoiserie, plus des macarons, avec un assortiment réduit, et puis un assortiment réduit de pâtisserie. Et donc, on a ouvert deux cafés, euh, un qui est en face de la boutique historique à Paris, qui est la rue Bonaparte, un autre qui est à l'Odéon. Et puis, chemin faisant, on a aussi essayé une expérience de kiosque pop-up en gare avec à la fois les macarons, les viennoiseries et les boissons. Tout ça nous a permis de se dire que on souhaitait développer à la fois des boutiques de pâtisserie et de macarons, des boutiques de macarons et chocolat, et des boutiques où il y aurait cette expérience du café. Et en parallèle de ça, nous sommes également partenaires de petites dizaines d'hôtels dans le monde pour lesquels on gère toute l'activité pâtisserie. Quand on dit gérer l'activité pâtisserie, ça veut dire on met en place un chef pâtissier, on met en place le savoir-faire et on assure le renouvellement des cartes, les amenities pour les chambres, enfin, les desserts pour les restaurants, pour les brunchs, enfin, tout ça. On travaille donc à Paris avec l'hôtel Royal Monceau, on travaille à Marrakech avec l'hôtel La Mamounia, à Macao avec l'hôtel Morpheus, à Kyoto avec le Ritz-Carlton, depuis quelques mois à Niseko au Japon avec le parc Hyatt, et puis à Tokyo avec l'hôtel Myotani. Il y a comme ça un certain nombre d'hôtels dont on gère toute la partie pâtisserie. C'est aussi ça fait partie de notre activité. Et chemin faisant, j'ai aussi comment Reynold Gégère, le propriétaire du groupe L'Occitane, m'a proposé de créer des parfums parce que j'ai une passion pour les parfums. Et pour moi, créer des parfums et créer des saveurs, il y a quelque chose d'assez proche. Et donc, j'ai créé pour l'Occitane aussi des parfums, une collection qui aujourd'hui est composée de 11 odeurs différentes, pour lesquelles j'ai vraiment eu pas de cahier des charges, vraiment une libre création et qui connaît un certain succès, qui s'appelle donc Pierre Hermé L'Occitane 86, qui est notre adresse commune sur les Champs-Élysées. Et donc dans les mois à venir aussi, on va continuer aussi l'expérience d'ouverture de points de vente dans les gares et dans les aéroports. Et puis on a quelques projets à Paris, projets pour la Mamounia aussi, d'un salon de thé Pierre Hermé, où il y aura du salé et du sucré. Et voilà quelques-uns des axes de développement de la maison. En parallèle, on a aussi développé des collaborations avec des maisons pour créer des objets, pour créer des services. On a travaillé avec Alessi, on a travaillé avec Puy-Forca, avec Christophe, avec la maison Bernardo. Pour moi, qui sont
toujours des projets en relation avec l'univers de la pâtisserie. Et une des richesses de la maison Pierre Hermé, c'est aussi toutes les collaborations artistiques. Collaborations artistiques avec des photographes, des designers, des peintres, des sculpteurs, des architectes, des designers, des, parfois des DJ. Enfin, il y a vraiment, ça fait ces collaborations avec les artistes ou avec d'autres maisons, c'est fait vraiment partie de la richesse de la maison Pierre Hermé et qui ont nourri notre ADN et qui ont fait évoluer nos projets et dont on est particulièrement fier. Et ces collaborations, dont vous avez particulièrement raison d'être fier, effectivement, est-ce qu'elles émanent d'un véritable souhait de votre maison, à savoir, est-ce que c'est vous qui allez proposer des collaborations à d'autres artistes, d'autres maisons, ou alors ce sont plutôt d'autres maisons qui viennent à vous et vous qui saisissez ces opportunités? En fait, c'est tout ça à la fois, parce que c'est toujours le fruit de rencontres. C'est jamais des choses qui sont faites de manière systématique. C'est toujours, moi, j'aime beaucoup laisser cette part de hasard parce que aucune collaboration ne ressemble à une autre. Par exemple, nos dernières collaborations étaient pour Noël dernier. Nous avons travaillé avec une artiste qui s'appelle Marjorie Collat, pardon, et tout s'est mis en place, cet univers qu'elle a inventé pour Noël s'est mis en place dans les échanges. Et puis, ça a pris des formes très différentes de ce qu'on espérait au début. Et puis, on était super contents que ça évolue, que ce soit peut-être pas tout à fait comme on aurait voulu au début, mais finalement, c'était mieux que ce qu'on aurait espéré. Il y a cette part de hasard qu'il faut laisser dans ce genre d'initiative. Lorsque, par exemple, la Maison du Chocolat nous a proposé de faire une collaboration qui est en cours, je me suis dit, ah oui, la Maison du Chocolat, c'est une maison qu'on aime beaucoup, on a des affinités parce que on fait un métier qui est très proche. Et je me suis dit, mais faire une collaboration avec la Maison du Chocolat, il faut que j'arrive à proposer autre chose, il faut que j'arrive à sortir de ce qu'on fait habituellement. Et du coup, ça m'a donné l'opportunité de travailler sur sur un projet et de commencer à travailler sur la pâtisserie végane. Et du coup, c'est pour moi devenu un sujet qui fait partie de mon univers, qui fait partie de mes recherches créatives. J'ai travaillé également sur un autre projet de gourmandise raisonnée avec un autre pâtissier qui s'appelle Frédéric Beau. La gourmandise raisonnée, qu'est-ce que c'est? C'est une réflexion sur l'apport alimentaire des aliments pour réduire en calories les pâtisseries, pour réduire d'environ 30-35% l'apport alimentaire de certaines pâtisseries. Ce n'est pas possible pour toutes les pâtisseries, mais je me suis amusé avec lui à cet exercice. Quand je dis amusé, parce que c'était vraiment plaisant, c'était très agréable et du coup intellectuellement extrêmement stimulant. Là, je travaille pour la fin d'année avec un autre artiste qui s'appelle Philippe Godlock. Et là aussi, la manière dont avance notre projet est plein de surprises, plein de rebondissements. Et qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est stimulant. C'est formidable. Pour moi, c'est vraiment une énergie supplémentaire que de cet enrichissement mutuel avec des gens de disciplines très, très différentes. Donc, vous parlez de nouvelles attentes aussi des consommateurs, de collaboration avec, par exemple, la Maison du Chocolat, avec Frédéric Beau. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui une nouvelle contrainte avec lesquelles vous devez composer. Et en fait, ces contraintes, elles vous demandent de repenser en fait complètement recette et non pas juste simplement d'utiliser un aliment plutôt qu'un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des innovations en termes d'aliments, des innovations techniques
qui vous permettent de relever ces nouveaux défis que sont la pâtisserie végane ou alors la gourmandise raisonnée, comme vous dites? En fait, vous avez utilisé un mot qui est intéressant, qui est contrainte. En fait, lorsque j'ai vu apparaître ces envies alimentaires, j'ai eu cette réaction en me disant, ah oui, c'est des contraintes. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas des contraintes. Si on réfléchit bien, ce n'est pas des contraintes, ce sont des vraies opportunités créatives. Et quand on le regarde de cette façon-là, bah, du coup, ça change vraiment la perspective et il s'ouvre devant nous, au contraire, des opportunités créatives. Depuis que j'ai commencé à travailler, à creuser sur le sujet vegan, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas déjà. Et du coup, ben, petit à petit, nous avons enrichi dans la maison notre savoir-faire sur la pâtisserie végane. La même chose pour la gourmandise raisonnée. On pourrait parler d'une autre habitude alimentaire qui consiste à manger sans gluten. Alors, il se trouve que nous, on a un produit qu'on vend beaucoup. En fait, la majorité des produits qu'on vend sont des produits sans gluten. Je m'explique. Le macaron, mis à part quelques exceptions, ne contient pas de gluten. Donc, comme le macaron constitue environ 60% des ventes de la maison, c'est pour ça que je dis qu'on vend en majorité des produits sans gluten. Donc là aussi, si on regarde bien, c'est pas une contrainte, ce sont des vraies opportunités créatives. Et je me rappelle très bien, l'année dernière, on avait fait une bûche pour Noël qui s'appelait Estella. Et Estella, on avait utilisé un biscuit avec du gluten. Et je me disais, mais si on enlève le gluten, en plus, on va pouvoir satisfaire encore plus de gens. Et le gâteau va être au moins aussi bon. Et il était au moins aussi bon qu'avec le biscuit avec du gluten. Donc du coup, ça oblige à réfléchir différemment, mais qu'est-ce que c'est stimulant et qu'est-ce que c'est gratifiant. Donc je pense que dans l'avenir, dans les pâtisseries, on trouvera des produits sans gluten, on trouvera naturellement des produits véganes, on trouvera naturellement des produits de gourmandise raisonnée, ou même d'autres produits qui répondront à des habitudes alimentaires différentes. Pour moi, ça fait partie du futur du métier. C'était justement ma question. C'était la question qui allait suivre, mais vous y avez déjà en partie répondu. L'idée de faire des pâtisseries véganes, sans gluten, réduites en sucre, est donc destinée à faire une sorte de nouvelle gamme, à faire des produits qui seront vendus de manière permanente, ou alors est-ce que vous voulez garder pour le moment ces pâtisseries un petit peu spéciales dans le cadre des collaborations? Pour moi, c'est du test and learn. Ça veut dire on essaye, on apprend de ce des ventes, des réactions des clients, et ensuite on continue. On en est par exemple, pour la pâtisserie végane, on les a lancés début mars. Pendant 15 jours. Ensuite, nos boutiques ont fermé et on va les relancer à partir du 14, à la réouverture des boutiques. Et donc, on apprend aussi les réactions des clients. Et aujourd'hui, les réactions sur les pâtisseries véganes, elles sont très, très positives. J'ai voulu que ces pâtisseries soient au moins aussi bonnes, au moins aussi belles et appétissantes que les pâtisseries normales. Je ne voulais pas qu'elles soient différentes des pâtisseries normales. Et by the way, je travaille aussi, par exemple, sur les macarons véganes. Et là, il y a un enjeu parce que le macaron est composé de blanc d'œuf, beaucoup. Alors, on peut substituer la crème, on peut substituer le beurre, mais le blanc d'œuf, c'est très difficile. Donc ça, c'est un vrai écueil technique et technologique et qu'on est en passe de franchir. Donc, je ne me rappelais plus votre question parce que. L'idée, c'était est-ce que ce sont des produits qui, à terme, feront partie de manière durable dans l'offre de produits de la maison Pierre Hermé Paris ou pas? Pour
moi, ces produits-là figureront dans l'offre produit de la maison. C'est certain. Bon, il y a déjà des produits sans, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de produits sans gluten. Et puis, il y a il y a des gâteaux véganes, des gâteaux gourmandises raisonnés, pour moi, feront partie de notre gamme dans le futur. D'accord, très bien. On arrive sur la dernière partie de notre entretien. Quelque chose dont on a parlé, puisque c'est quand même la raison qui nous pousse à faire cet entretien par Zoom et non en grand amphi, c'est la crise du coronavirus. Notre première question, c'est donc dans ce contexte, la plupart de vos points de vente physiques, j'imagine, ont dû fermer. Quelles ont été les conséquences de la crise pour votre maison et comment avez-vous réagi? Comment est-ce que vous avez fait face à ce bouleversement dans votre quotidien? Alors, depuis le début mars, ben, on voyait changer les choses. Est arrivé l'ordre de confinement. On aurait pu rester ouvert peut-être, mais on a décidé de fermer pour protéger à la fois les salariés et les clients. Et, et du coup, début avril, on a réouvert la boutique en ligne qui, elle, connaît un succès phénoménal. Il y a une semaine, nous avons réouvert la vente de pâtisserie en click and collect. Donc, ça veut dire on a mis Pierre Hermé 100% digital, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus que commander par Internet les pâtisseries, les macarons, les chocolats, se faire livrer à la maison ou venir le chercher à un point de distribution de notre boutique rue de Vaugirard. Mais ceci sans rentrer dans la boutique, sans pouvoir acheter d'autres gâteaux, juste venir récupérer sa commande. Et donc, cette expérience a eu beaucoup de succès et nous a permis de réfléchir au futur sur le développement et l'aménagement encore de cette offre digitale et de faire que Pierre Hermé soit encore plus digital dans le futur, propose davantage de services encore de livraison plus faciles pour les Parisiens et les gens qui sont en province. Justement, on voit que le digital prend une part de plus en plus importante dans les ventes. Et on a également constaté qu'en plus de votre boutique 100% en ligne, pendant ce confinement, vous avez été de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram avec vos lives, par exemple avec Philippe Conticini. On a vu également des recettes. Il y a un autre live avec Philippe Conticini sur le Oui. thème justement que j'ai évoqué tout à l'heure, pâtissier, artiste ou artisan. C'est un sujet qui rejoint. Et donc, la question qui suivait était, pensez-vous que ce type de communication un peu plus informelle via les réseaux sociaux, notamment Instagram, cette communication digitale est-elle aujourd'hui devenue indispensable? En tout cas, je pense que pendant cette période de confinement, ça a été vraiment indispensable parce que de partager, nos boutiques étant fermées, de pouvoir partager les recettes faciles pour la plupart à faire, permis à des gens de retrouver des produits de la maison chez eux et qui pouvaient les faire eux-mêmes. Parce que parfois, bien sûr, j'ai fait beaucoup de livres, j'ai fait une vingtaine de livres, mais souvent les livres, on les achète et on les met dans la bibliothèque. Là, c'est vrai que lorsqu'on voit une recette sur Instagram, du coup, ça donne envie. On voit la recette se faire, on a le vécu du chef qui donne une autre. Alors, j'ai voulu essayer pas mal de choses. J'ai fait des choses différentes. J'ai fait un défi avec Christophe Chialac. J'ai fait des recettes. J'ai fait différentes initiatives qui ont permis de tester et qui vont me permettre de voir ce qu'on va garder ou ce qu'on va faire évoluer, faire mieux, faire différent. Je sais pas moi. En fait, dans, dans la maison, on a quelque chose qui est très présent, c'est la remise en question permanente et la volonté partagée par tous d'améliorer en permanence l'efficacité et la performance des actions individuelles et collectives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très,
très ancré dans la maison. Aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il y aura un avant et un après la crise. Enfin, on essaye aujourd'hui beaucoup de réinventer le monde de demain. Donc, on parle de lutte contre le gaspillage, de réduction de notre empreinte carbone, de consommation locale. Et c'est quelque chose qui concerne directement tout le secteur de la gastronomie. Donc, en tant qu'acteur de ce secteur, comment est-ce que vous voyez le futur du monde de la pâtisserie et du monde de la gastronomie en général? Alors, c'est une question qui est vaste, qui est super large, Oui, très très mais large. en tout cas, ce que nous, on essaye de faire, c'est déjà d'éliminer tout ce qui est plastique de nos emballages. Ça, c'est un travail qui est engagé. C'est un travail de longue haleine. Pour trouver des matériaux de remplacement qui parfois existent, qui nous obligent aussi à changer notre point de vue. Ça veut dire que quelque chose, ça va paraître peut-être un peu moins beau, mais c'est pas grave. Au contraire, si le matériau est plus vertueux, si le matériau est, je pense qu'il faut au contraire changer de point de vue sur ces sujets-là. Et puis, être attentif à rendre toutes nos actions plus vertueuses, Oui. que ce soit dans les achats. Aujourd'hui, on essaye d'acheter les meilleures matières premières, bien sûr, mais on va essayer d'introduire aussi des notions de proximité, plutôt que d'acheter les pommes qui viennent du fin fond du sud-ouest. On a des pommes en région parisienne, peut-être que même si elles sont presque aussi bonnes, mais peut-être ça vaudra le coup aussi de se poser la question. En fait, il y a toute une remise en question dans ce. Je vois par exemple, on a mis il y a quelques années, on a cherché à trouver des producteurs de fraises aux alentours de Paris. On a trouvé un producteur qui est à Fontainebleau. Et du coup, on a des fraises en saison, on a des fraises françaises et de la région parisienne. Tout ça, c'est un travail de longue haleine qu'on a engagé bien avant le Covid, mais peut-être que ce qui se passe en ce moment nous oblige encore à réfléchir plus vite et davantage. Et pour finir sur un ton un peu plus léger, nombreux d'entre nous nous passionnions pour la pâtisserie pendant le confinement. Également à l'ESSEC, de manière générale, il y a également un engouement de plus en plus fort pour la pâtisserie. Et les CAP en partenariat avec la Belle Sauce à l'ESSEC montent en flèche. Et donc, auriez-vous des conseils à donner à tous ces apprentis pâtissiers, voire même une recette pour fêter le déconfinement à leur proposer? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais répondre un conseil aux jeunes qui font le métier, qui ont envie de faire le métier. Peu de temps avant le confinement, j'ai rencontré le fils de quelqu'un que je connaissais qui m'a dit: est-ce que tu voudrais voir mon fils, il veut faire ce métier? Alors je lui dis: pourquoi tu veux faire ce métier? Il dit: ah, parce que j'aime bien, machin. Alors je dis: mais tu as envie d'aller apprendre où? Ah, j'ai peut-être une place dans une pâtisserie à côté de chez moi. Je dis: mais tu veux du confort ou tu veux apprendre un métier? Pose-toi la bonne question. Donc, apprendre un métier, souvent, ça oblige à aller plus loin que là où on habite, à, à essayer de trouver le pâtissier chez lequel on a vraiment envie d'apprendre, celui qui va pouvoir vous apprendre un maximum de choses. Et je lui dis, quand on choisit ce métier, il faut s'intéresser aux ingrédients, aux gens qui font les ingrédients, à l'histoire du métier, aux techniques, mais pas que les techniques. Souvent, je vois des jeunes qui s'intéressent beaucoup à la technique, mais que à la technique. Et la technique, c'est juste une partie du métier. Bien sûr, il faut la connaître, la maîtriser, mais c'est une petite partie du métier. Et puis, il faut avoir cette soif d'apprendre. Ça veut dire je me rappelle quand j'étais apprenti, j'étais curieux de tout, je voulais tout apprendre, je voulais tout savoir, j'allais au-delà, au-devant de des gens qui étaient mes patrons ou mes chefs, et je leur disais: mais je voudrais apprendre à faire ceci, je voudrais apprendre à faire cela. Je venais de travailler le week-end parce que je voulais apprendre telle ou telle chose. Et c'est vraiment, en fait, il faut envisager l'apprentissage d'un métier comme la pâtisserie, comme quand on envisage des études. Il faut travailler
à l'école, donc travailler chez le maître d'apprentissage. Et puis après, il faut continuer à apprendre. Il faut continuer à apprendre en se documentant, en lisant, en allant voir ce qui se passe ailleurs, chez les autres pâtissiers. En fait, il faut mettre toute son énergie et sa passion et pas juste aller apprendre dans une pâtisserie. Ça ne suffit pas. Il faut être cherché, il faut lire, il faut étudier. Aujourd'hui, on a accès à plein de choses par Internet. Il faut vraiment envisager l'apprentissage d'un métier comme on envisage des études. C'est-à-dire qu'avec un travail personnel pour soi, chez soi, en dehors des activités de la journée. Et puis, ne pas chercher le confort. Au contraire, de se remettre en question au bout de 2-3 ans dans une maison, de se dire j'ai envie d'apprendre autre chose, d'aller voir à la fois de faire de la pâtisserie de boutique, de faire de la pâtisserie de restauration, de travailler dans des maisons de tailles différentes, tout ça pour acquérir des expériences. Et par exemple, d'aller à l'étranger, par exemple, c'est aussi enrichissant, mais souvent les gens veulent faire ce métier pour aller à l'étranger. Je pense qu'il faut aller à l'étranger à partir d'un moment où on connaît déjà un peu bien le métier, où on a une certaine expérience, une certaine maîtrise du métier. Et donc voilà les conseils que je peux donner à un jeune qui veut faire ce métier. D'accord, C'est assez basique. Hein. Non, c'est des conseils qui, en tout cas, personnellement, me parlent. Je pense que parleront à beaucoup d'étudiants. C'est vrai que toute l'idée d'oser pour aller apprendre hors de sa zone de confort, c'est quelque chose de très important et je pense que ça parlera à beaucoup. On arrive à la fin de cette interview, donc je tenais à vous remercier au nom de la Belle Sauce, des Mardis de l'ESSEC et de tous les étudiants de l'ESSEC d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci pour vos questions et pour moi c'est un vrai plaisir. C'est vrai que j'aurais aimé partager cette conversation avec un amphithéâtre rempli de jeunes gens, mais je pense que c'est aussi un des effets du Covid. On a été obligé de changer de ce qu'on avait prévu et je trouve que c'est formidable d'avoir réagi comme ça, d'avoir maintenu le rendez-vous. Je vous remercie d'avoir maintenu le rendez-vous et d'avoir trouvé le moyen de le faire autrement. Un grand merci à vous aussi. Merci.